quoi, 3 points? Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Et salut à tous et salut à toutes, vous êtes bien dans la nouvelle émission Paris Basketball en air, l'émission de radio consacrée au club du Paris Basketball. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux pour parler du club entre résultats, infos et interviews des joueurs, du staff, des joueurs, des personnalités proches du club. L'émission de référence un petit peu sur le PB, on va pas se cacher. Pour cette deuxième émission, on va revenir sur les derniers résultats de l'équipe avec 4 rencontres qui ont été jouées depuis notre première émission il y a 2 semaines. On viendra notamment sur le cas des jeunes qui s'imposent de plus en plus dans les rotations. On fera un petit focus aussi sur la défense et puis sur les fins de match dont on peut commencer à tirer quelques enseignements en ce début de saison. Je vous rappelle quand même les réseaux sociaux pour nous retrouver et nous écouter sur Twitter. C'est facile, vous nous retrouvez à @ParisB-on-air et sur Facebook c'est tout simple, c'est Paris Basketball on air. Voilà pour les réseaux, vous pouvez nous retrouver aussi sur SoundCloud, sur Spotify, sur iTunes pour écouter les podcasts. Messieurs, on va parler des matchs, on a beaucoup de choses à se dire, c'est parti. Et on est parti du coup pour parler du club. Avec moi, je ne suis pas tout seul autour de la table. Flavien qui est là, comment ça va Flav, pardon? Salut Yanim, salut à tous. Je suis très content de participer à cette deuxième émission. Tu étais là pour la première et tu reviens, ça nous fait plaisir de t'avoir. Et puis Antoine aussi, pareil, tu étais là pour la première. Salut. Ouais, j'étais là pour la première, on l'a animé en attendant ton retour sagement. Un membre éminent de l'équipe. Flav, je vais te laisser la parole justement pour parler des résultats les résultats du club. Il y a eu 4 matchs depuis la dernière fois. Quelles sont les tendances un petit peu qui peuvent se dégager? Eh bien oui, il y a eu 4 matchs depuis la première émission que nous avons tournée il y a exactement 2 semaines. 4 matchs et seulement une petite victoire pour 3 défaites. La première, la seule victoire d'ailleurs, c'était lors du premier match là, en ouverture de championnat, c'était à l'extérieur. Donc une belle victoire dans le Money Time contre Fos-sur-Mer, donc équipe qui descendait de Jeep Elite, et donc un solide succès arraché par le Paris Basketball. Mal, ouais. Et ensuite, donc, 3 défaites de suite. C'est un calendrier, on le disait, qui est un peu compliqué pour Paris, avec tout d'abord cette défaite contre Boulogne-le-Valois à domicile en Coupe de France, dans un match qui a été très serré jusqu'à la fin, où à l'expérience, le Valois avait fait sa loi. Une autre défaite, cette fois à l'extérieur, c'était contre Quimper, c'était en championnat, une défaite où le Paris Basketball avait un petit peu gâché son match de lui-même. Et enfin, mardi dernier, il y a 2 jours, en Leaders Cup, Paris qui recevait Antibes pour le quart de finale aller, et une défaite 72-78 qui fait là aussi un peu mal. Ouais, 6 points de retard du coup avant le match retour. Le match retour, ça sera mardi Yes. à Antibes. Alors tu l'as dit, il y a 3 compétitions sur lesquelles était engagé le club. Le championnat, bien évidemment, la Coupe de France aussi, et puis la Leaders Cup. Alors la Leaders Cup, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de cette compétition, c'est une petite compétition qui est organisée, qui est allée un petit peu dans le temps. Le gagnant prendra un ticket pour les playoffs. Les demi-finales, donc là on est c'est les quarts de finale qui sont en train de se jouer actuellement. Les demi-finales, si jamais Paris arrive à se qualifier en gagnant au match retour, ça sera le 12 et 19 novembre prochain. Et la finale, la finale est prévue le 16 février. Ça se passe à Disneyland Paris. Ça remplace un petit peu la semaine des As. C'est ce qui se jouera du coup avant la finale de Leaders Cup pour ceux de Jeep Elite. Il y a deux formats Leaders Cup. Donc ça sera le 16 février prochain. Mais c'est vrai qu'on le sait, hein, la Leaders Cup, c'est pas forcément une priorité pour le club. La priorité, le coach l'a dit et tout le monde le répète depuis le début de la saison, la priorité c'est le championnat. Le championnat justement, Antoine, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur où on en est au niveau du championnat? Un petit point rapide puisque ça vient de débuter. Chaque équipe a joué 2 rencontres. Donc le Paris Basketball est 10e, donc une victoire, une défaite comme tu l'as résumé Flavien.
Il y a 4 équipes qui sont en 2-0, donc 2 victoires, 0 défaite. Tu as Blois qui est extrêmement efficace offensivement, puisqu'ils sont à 102 points marqués en moyenne, 15 de plus que le deuxième, Nancy, qui a réalisé une très belle première contre Antibes pour la première journée, et Denain et Nantes qui sont pareils, respectivement 3 et 4e à 2-0. Et en bas de tableau, il y a des équipes qui sont attendues, donc des équipes qui descendent de JP Elite, comme Antibes et Fos-sur-Mer, qui sont 16 et 15e, pardon. Donc il y a encore du mal à démarrer leur saison, et Poitiers qui est bon dernier avec 0 victoire et 2 défaites. Et du coup, Paris dans tout ça 10e. 10e. Bon, après, on le sait. C'est le début, tout le monde est quasiment collé. C'est le début du championnat. Il y avait quand même 3 compétitions, comme tu le disais tout à l'heure, sur lesquelles le Paris Basketball était en lice. Ouais, puis des déplacements, donc ça bougeait beaucoup. Après, tu revenais, tu rejoues de la Leaders Cup. Tu joues tous les 3 jours, et je crois qu'ils jouaient 7 matchs en 21 jours. Ils sont encore là, on va en parler, mais il y a encore un gros calendrier qui arrive. Justement, on va parler déjà, avant de parler du calendrier qui arrive, on va parler des matchs qui ont été joués. On va faire un petit focus, on va revenir sur ces matchs-là, match après match, à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 thématiques. Et on va commencer, messieurs, avec l'une de ces thématiques fortes au Paris Basketball. Ce sont les jeunes. On a beaucoup de choses à se dire, on en parle tout de suite. Messieurs, on va parler des jeunes du PB. Les jeunes, c'est un petit peu... on en parle, on le dit souvent comme ça, les jeunes, mais c'est vrai que l'effectif en soi est très jeune. Ouais. Est très jeune. On pense principalement, quand on parle des jeunes du PB, on pense principalement à Kamagaté, à Bégarin, à Barbitch aussi. Mais on le sait, Francisco, par exemple, a 22 ans. Gauthier Denis en a 23. 22. Très peu qui ont moins de 25 ans. Il y en a 3 qui ont plus de 30 ans. Ouais, voilà, et je crois que Gana Pamo a peut-être 25, 26 ans. Et voilà. Entre 25 et 30 ans, il n'y a rien. Il y a Gary Florimont, Nobel Bunkunkolo et Amarassi qui ont plus de 30 ans. Sinon, les autres, c'est en dessous de 25. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous vous avez vu les matchs, qu'est-ce que vous avez pensé de ces jeunes, déjà de leur intégration dans cet effectif? Comment vous les trouvez? Je les trouve assez audacieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle du coup des 3 jeunes, donc des 3 rookies, si on peut les appeler comme ça. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils débutent en professionnel, donc c'est pas évident pour eux, que ce soit dans l'aspect physique, qui sont vachement attendus par les équipes adverses. Et donc la jeunesse est aussi source d'inconstance, comme le disait Jean-Christophe Prat. Mais non, il y a de l'audace, il y a du temps, il y a beaucoup de temps. On voit par exemple, après individuellement, on voit que Bégarin utilise beaucoup ses qualités athlétiques, et ça marche plutôt pas mal. On le voit même en vidéo, il y a beaucoup de highlights autour de lui, même ses stats le montrent. Il arrive clairement à obtenir ses lancers, à les rentrer derrière, ce qui est très très chiant pour un défenseur. Milan Barbitch, pareil, un joueur qui a du handle, qui a rentré ses shoots, on l'a vu notamment contre Quimper où il était assez bon. Et Kamagaté, où ça prend un petit peu plus de temps, parce que même Gary Florimont en parlait, le physique, il fait près de 2m10, donc très grand. Encore un physique donc à développer, puisqu'il est relativement maigre. Et moins de minutes, puisque c'est un poste qui est beaucoup plus compliqué au niveau professionnel. Mais non, ça apprend tranquillement. Ils sont très très bien encadrés par des vétérans qui sont assez enjoués de leur apprendre la vie professionnelle. Justement, on va écouter une petite déclat du coach Prats qui c'était après le match contre Paris-Levallois, qui parlait de ces jeunes, dont notamment un. On écoute l'extrait. Aujourd'hui, ils jouent, ils sont sur le terrain. Ils étaient à l'INSEP l'année dernière ou en Cadet France. Et aujourd'hui, ils jouent une équipe de pro. Donc, c'est ce que je te dis. Et je leur donne pas du temps de jeu gratuitement. Ce soir, celui qui a énormément appris, c'est Ismaël Kamagaté. Alors, ils ont tous appris. Ils font Milan, Juan, bien sûr. Mais Ismaël, ce soir, il a Shikoko en face de lui. Et quand il a été... Son premier passage est moyen, mais son deuxième passage, il est excellent. Shikoko, il n'avait rien. Et non, c'est top. On vient de s'écouter un petit extrait de coach Pratt qui parlait justement de ces jeunes, dont Ismaël Kamagaté. Il était assez content, le coach, au final, de retrouver de voir que ces joueurs performaient, notamment ces jeunes joueurs. Hein. Quand on dit ces jeunes, tu l'as dit, on parle bien de ces 3, on va dire rookies, c'est pas mal. Rookie. J'aime bien cette dénomination qui fait un peu NBA. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et pour l'instant, ils performent.
Bégarin aussi, on le sait, il était. Bégarin qui avait été très explosif contre le Valois avec un gros début de match, celui qui avait Les 8 premiers points. qui avait marqué les 8 premiers points, qui avait porté l'équipe sur son dos. Même sur ce match, le coach en parlait de Kamagaté. Ça se traduit pas statistiquement par voilà, un apport statistique très fort, mais dans sa manière de défendre, notamment, ça avait été pas trop mal justement dans son registre et de comment gêner la raquette de Levallois. Puis Barbic, très récemment, Contre Quimper. c'est contre Quimper qui sort la meilleure performance de l'équipe avec 17 points et 4 rebonds. C'est le seul qui est avec une évaluation, une excellente évaluation et un plus-minus en positif. Donc c'est Non, c'est pas mal. très prometteur. C'est pas mal, on le sait, c'est voilà, le backup de Francisco, même d'ailleurs. Ils font quelques séquences ensemble parfois, mais c'est vrai que on va dire que c'est le backup de Francisco et que Il est extrêmement intéressant en Barbic d'un point de vue défensif aussi notamment. Enfin, il est extrêmement vif en interception, on le voit très souvent. Il est très vigilant, comme Francis Collet, comme beaucoup de joueurs du Paris Basketball le sont. Et c'est vachement intéressant de voir son développement dans cet aspect-là, quand on sait que Bégarin peut démarrer très vite et que Kamagaté est une force de dissuasion dans la raquette assez impressionnante. Donc les trois sont assez complémentaires aussi au final, je trouve. puis on le sait, enfin les jeunes généralement c'est principalement au mental qu'il faut qu'ils fassent la différence après des erreurs, après des voilà des matchs un petit peu plus compliqués. Les joueurs expérimentés vont avoir justement l'expérience de pouvoir laisser couler, de se remettre très vite dans le match d'après. Quand on est jeune, des fois, on a tendance à ressasser, ce que pour l'instant, ils ne font pas et ils enchaînent les matchs, même s'ils font quelquefois des erreurs. On le voit, ils enchaînent plutôt pas mal. C'est ce que disait le coach. Il disait faut que mes vieux, entre guillemets, acceptent que les jeunes fassent des conneries. C'est ces mots, hein, fassent des conneries, parce que voilà, jeunesse et inconstance. Mais non, pour l'instant, ça apprend tout doucement. Puis on est qu'au mois d'octobre. La saison, elle a commencé depuis 7-8 matchs, vraiment. Et la Pro B, encore que seulement 2 matchs. Donc ça viendra petit à petit, quoi. L'année dernière, ils étaient en N1, quoi. Et en N1, les autres, ils venaient, même Bigarin le disait, ils venaient pour faire des stats. C'est ça. On s'écoute Bégarin, justement, qui parlait de cette relation entre les jeunes et les plus vieux, les plus expérimentés du club. En fait, les gars, ils sont là, ils t'aident, ils te donnent. Mais après aussi, il faut savoir leur rendre. Ils nous font totalement confiance et après, c'est à nous de prouver qu'ils n'ont pas tort de nous faire confiance. Johan Bégarin qui justement parle de cette relation qu'il y a entre les plus jeunes et les plus expérimentés. Le coach l'a dit lors du dernier match, il est content notamment du rôle de ces 3 cadres, on va dire, que sont Gary Florimont, Amarassi et Nobel, qui du coup acceptent les erreurs de ces plus jeunes et qui les aident. Et c'est important dans un club, on le sait, les rotations pour l'instant sont assez limitées, donc les jeunes jouent beaucoup, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que c'est important pour eux d'avoir la confiance et du coach et des autres joueurs sur le terrain. Oui, puis même au-delà des trois entre guillemets vétérans, c'est même tout l'effectif qui doit accepter l'intégration de ces jeunes-là, qui du coup se fait progressivement, mais de manière intéressante et de manière fluide, où on a des joueurs qui sont quand même parfois inconstants, qui font parfois des erreurs, mais qui apprennent et qui en font, je trouve personnellement, de moins en moins, même par rapport à il y a un mois sur les matchs amicaux. Et puis voilà, ils ont la chance d'avoir des vétérans qui ont vraiment de la bouteille pour le coup, donc c'est que bénéfique pour tout le monde au final. Ouais, comme tu dis, Flav, au-delà des 3 rookies, même les autres, ils ont beaucoup à apprendre. On en parlera beaucoup cette saison. On reviendra beaucoup sur ces joueurs-là. De toute façon, on est là pour ça, pour parler du club du Paris Basketball. On va passer, messieurs, au deuxième axe sur lequel on peut revenir sur ces matchs. Quelque chose d'assez intéressant, vraiment, la défense. C'est un des axes du basket maintenant. On sait que pour gagner des matchs, il faut défendre. On va en parler de la défense de Paris. C'est parti. Messieurs, la défense, on en parle à travers ces 4 matchs-là depuis notre dernière émission. Qu'est-ce qu'on peut, quels enseignements on peut tirer défensivement de ces 4 matchs? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous?
Déjà que le coach en faisait une priorité, enfin que c'était annoncé que la défense était l'axe prioritaire, l'axe de force du Paris Basketball, et ça se traduit aussi sur les résultats des derniers matchs du Paris Basketball, où il y a une seule fois où Paris a encaissé de plus de 80 points. C'était contre Boulogne-le-Valois, donc une équipe de Jeep Elite aguerrie. Mm. Ensuite contre Antibes, 78 points encaissés dans une fin de match un peu aussi Un peu, bazardée, ça a été un peu compliqué, mais sinon 68 points encaissés, et 71 points encaissés, ce qui en fait une des toutes meilleures défenses du championnat. Et Paris cherche beaucoup à intercepter le ballon, jouer dur à l'intérieur pour forcer les shoots difficiles, et ça fonctionne pour l'instant, et à voir comment ça va se développer sur la suite. Antoine, t'en penses quoi, toi, de cette défense parisienne pour le coup? Bah, ouais, voilà, comme le disait Flavien, il y a une vraie rigueur défensive qui est en train de s'imprégner, qui est en train d'imprégner le coach, pardon. Et c'est vraiment intéressant, là, maintenant que la saison a vraiment commencé, de voir ça. Parce que voilà, il y a les écarts sont extrêmement réduits. En termes d'interception, c'est très très axé là-dessus. On peut voir Nobel par exemple contre Antibes, il en fait 5. On peut Gauthier Denis contre les Metropolitans, il en fait 4. Donc il y a vraiment, ils sont extrêmement vigilants. Et au final, dans la rotation, il y a vraiment personne enfin, il y a vraiment une entraide. C'est-à-dire que même à l'intérieur, quand Kamagaté est là, on va voir un Amarassi qui va souvent venir l'aider, même défensivement. Solidarité, hein, c'est le Il y a- mot. c'est du travail collectif. Et c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et je crois que le coach est assez content des progrès de son équipe, de l'évolution défensive de son équipe au fur et à mesure, notamment contre Antibes, où il le disait, ça défendait très très bien. Personnellement, je sais que j'aime beaucoup l'activité défensive, notamment le joueur aussi, hein, mais l'activité défensive de Gauthier Denis depuis le début de saison m'a vraiment impressionné sur sa capacité à aller gêner l'adversaire et à récupérer des ballons sur lesquels on ne s'y attend pas. Pas mal d'interceptions. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il a la capacité de relancer bien et vite, ou de partir avec la balle. Et de finir. Et de shooter. Et de finir. Et en coast to coast, il est vraiment très bon. Et c'est vrai que l'activité défensive qu'il a, j'aime beaucoup. C'est une pile. Il est toujours à droite, à gauche. Et Il est extrêmement chiant, et attaquer sur lui, c'est extrêmement chiant aussi. les mains baladeuses, voilà, s'il est toujours. Enfin, s'il y a un homme, en tout cas, là, qui me revient en tête sur ces séquences défensives, en tout cas, Gauthier Denis, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait en ce moment. À voir s'il pourra continuer comme ça et si ça va se traduire sur les résultats plus tard. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail aussi pour tous les clubs. Hein. La défense, c'est ce qui fait gagner des matchs. Et pour l'instant, Paris le fait plutôt pas trop mal. Encore plus en Pro B où ça joue extrêmement physique, donc il faut quand même s'imposer physiquement, que ce soit à l'intérieur ou un petit peu plus quand ça se pace un peu. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Gauthier Denis, sa capacité que c'est un all-around player en fait. On va s'écouter comme le coach, c'était après le match d'Antibes justement il y a cette semaine, qui parlait de la défense. Je dis toujours à mes joueurs, la défense c'est deux choses. La défense c'est l'organisation collective défensive et la capacité à tenir son direct. Et ce soir on a eu l'organisation collective défensive. Et là, je suis sans voix. On a entendu le coach après le match d'Antibes, il est sans voix. Pourquoi ? Parce que il disait en gros qu'il était content du match de ses hommes, hein, mais que défensivement il avait été un petit peu gêné, et qu'il avait découvert un nouveau problème sur ce match-là, à savoir que Antibes a réalisé en seconde mi-temps 3 passes décisives uniquement, ce qui n'est pas beaucoup en soi, et c'était un point positif noté par le coach, mais que Antibes avait réussi à marquer ses points en gagnant des 1 contre 1. Et ça c'est ce qu'il va falloir travailler principalement, et c'est vrai, on l'a vu. Hein. Alors après, travailler, c'est la première fois de la saison que, justement, c'est le coach qui en parlait lui-même mardi soir, c'était que le match contre Antibes, ça a été la première fois où les joueurs n'ont pas été à la hauteur sur les 1 contre 1 en défense, duels, ouais. Mais que ça a été du coup une surprise parce que ça faisait partie justement de la force de l'Égypte. À l'inverse, la défense collective avait été excellente, comme tu le disais, seulement 3 passes décisives en deuxième mi-temps. Ça avait été un axe de satisfaction du coach, mais il manquait une petite chose pour vraiment mettre un rideau de fer devant la raquette. Vous y croyez à
à cette défense-là, sur le coup, que ça peut devenir une vraie arme Bien sûr, Oui, bien sûr, pour le clairement. Clairement, ça l'est même déjà. Ouais, ça l'est déjà, je suis d'accord avec Je Flav. pense que c'est plutôt sur l'attaque, sur les parties offensives que ça va être. Enfin, qu'il y ait du boulot, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment des trous d'air, je trouve, offensivement, sur certaines rencontres. sur certains. Sur certaines séquences, même, ça peut durer même un quart temps où tu marques peut-être 10 points. Là où c'est difficile. Et où là le où c'est système se met difficile, et à l'inverse, la défense, pour le coup, se resserre et permet de ne pas être largué non plus au score, parce qu'on n'a pas eu de match complètement où Paris a été largué du totalement début à la lâché. fin. Ouais, c'est vrai. Ce qui est pas mal à noter. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la défense. On parlera bien évidemment de tous les aspects du jeu du club cette saison. Là, c'était quelque chose qu'on voulait notifier sur ces 4 matchs-là et puis sur à peu près tous les matchs depuis le début de la saison, entre les matchs de préparation et les matchs de Leaders Cup. Voilà, messieurs, on va passer du coup à la dernière partie. Il y a aussi pas mal de choses à se dire. Justement, c'est sur les fins de match. Les fins de match, Paris a parfois du mal. On va en parler tout de suite. Messieurs, on va parler des fins de match du Paris Basketball. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces fins de match depuis le début de la saison et puis sur ces 4 matchs et puis globalement depuis le début de la saison. Flav, qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai trouvé que contre Fos-sur-Mer, ça revenait un petit peu comme contre Rouen en Leaders Cup il y a quelques semaines. Contre Fos-sur-Mer, Nobel Bongokolo avait été excellent dans le Money Time. Et Paris avait réussi à aller chercher une victoire compliquée sur le terrain de Fos. Et depuis, les fins de match sont un petit peu plus compliquées, notamment Boulogne-le-Valois, là où je pense ça s'est plutôt joué à l'expérience et au talent des joueurs de type Boulogne. élite. Et puis Quimper, où j'ai trouvé Paris un petit peu en dedans pendant toute la rencontre. Ça jouait sur un faux rythme, mais jamais capable de repasser devant. Ils ont été un petit peu lâchés à la fin. Et c'est, je pense, le gros problème pour le moment à régler, en plus de l'attaque. Ça va être de pouvoir assumer ces fins de match avec ses leaders, parce que globalement, il n'y a que les leaders aussi qui prennent, enfin les vieux, entre guillemets, Amarassi, Nobel Bongokolo, qui prennent le lead à ce moment-là. C'est ce qu'il faut, Antoine. C'est des matchs, les 4 matchs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des matchs coup près. Donc les fins de match sont vraiment coup près. Mais je suis pas tellement d'accord sur le fait que ce soit forcément les vétérans qui prennent toujours le lead. Je pense qu'il y a aussi Francisco aussi via son handle et le fait qu'il ait beaucoup le ballon qui aide pas mal dans ces moments-là. Et même un Gauthier Denis contre Quimper, même si c'est vrai que le score n'est pas du tout... ça ne reflète pas la physionomie du jeu. C'est vraiment, en fait, faut trouver une constance collective défensive et pas que ça soit un soir l'autre soir ça soit l'autre. Il faut vraiment trouver cette force collective en défense dans les fins de match pour y arriver. Et puis après, contre les Metropolitans, par exemple, là, c'est comme disait Flav, ça a été l'expérience qui a payé. Et pareil, quelques choix d'arbitrage, aucune polémique, mais des choix d'arbitrage qui ont ralenti le rythme. Et donc le Paris Basketball, qui joue relativement vite, a eu du mal à poser son jeu. Vous pensez que c'est quoi, messieurs? C'est physique, c'est mental, Moi, je pense que c'est du mental, c'est c'est- juste uniquement. C'est du mental et C'est de la constance à trouver, c'est des automatismes, je Voilà, pense. c'est ça. Et, On ça est qu'en donne- début de saison. Mais moi, je vais revenir un petit peu sur le match de Quimper, Hmm. où Nobel Bongokolo, par exemple, qui est donc sur des matchs à plus de 15 points sur toutes les rencontres depuis le début de saison, fait un non-match ce soir-là, parce qu'il est à 2 sur 14 au tir. ce qui est assez Je vous laisse imaginer la moyenne. 3 points seulement inscrits au final. Et pour moi, il y a un vrai problème en fait. Enfin, non, pardon, il est à 1 sur 8. 1 sur 8 je vous aussi, dis ouais. n'importe quoi. 1 sur 8. Mais bon, le soir où il est pas dedans, il y a eu pas grand monde au final, mis à part Barbic et ses 14 points pour. Petit Gauthier Denis aussi. Oui, mais au final, ça n'a pas été suffisant pour remonter Quimper. Et je pense que si Nobel avait été au niveau qu'il affiche depuis le début de l'année,
le match aurait été gagné par Paris sans trop de problèmes. Alors, on en reparlera, mais Je pense qu'ils sont justement dépendants des performances de Nobel. je vous pose la question, est-ce que, alors, on le sait plus ou moins, mais est-ce que selon vous, il manque pas quelqu'un à Paris? Le problème là actuellement, c'est que il y a un Dustin Sleva qui est blessé, il y a un Evans Ganapamo non plus qui ne joue pas pour l'instant, et il reste toujours un spot dispo dans ce club. Est-ce que ça se sent? Pour moi, ça se ressent forcément, Ouais. parce que tu as deux blessés et donc un joueur qui n'est pas là. Tu fais une rotation de 9 joueurs. Tu as un calendrier extrêmement condensé, et extrêmement compliqué à aborder pour les joueurs de Paris. Forcément que ça fatigue les organismes. Et que il y a forcément des soirs où tu seras complètement pas dedans, justement parce que ta fatigue et t'as pas le temps de C'est vrai qu'à- récupérer. À 9 joueurs, c'est vrai que les rotations sont Ouais. forcément plus limitées, les minutes plus longues. Et Ça serait bien un joueur d'expérience en plus sur les lignes externes, surtout, je pense, parce que Nobel, c'est un ailier, Amarassi, c'est un ailier fort, enfin de base, utiliser un ailier fort, et Gary, c'est un pivot. Gary Florimont, c'est un pivot. Donc potentiellement un poste meneur, arrière, enfin un combo garde qui puisse aider à remonter la balle, rentrer quelques shoots longue distance, ça serait pas du luxe, je pense, pour le Paris Basketball, mais je pense que ça doit être aussi être dans les petits papiers du club. c'est vrai que là, à l'arrière, Barbic, Francisco et Bégarin, ça assez. Gauthier Denis, c'est aussi utilisé poste Qui peut jouer poste 2 aussi, mais c'est vrai que peut-être un arrière, effectivement, sur les lignes externes, ça peut être pas mal. À la Daniel Dillon, hein, quelqu'un qui puisse justement poser le rythme, accélérer le rythme aussi, mais le poser de temps en temps et construire les actions pour jouer sur demi-terrain, ça peut être intéressant. Eh ben, on en reparlera tout au long de la saison, messieurs. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ces matchs-là. Ces matchs, il y en a eu 4 donc, depuis la dernière émission. Il y en a 3 autres qui vont arriver. On va en parler tout de suite. Les gars, on va parler de ces matchs qui vont arriver très prochainement. Antoine, est-ce que tu peux nous balancer un petit peu le calendrier là, de ce qui va nous attendre pour les prochaines Bien semaines? sûr, donc là on va aborder 3 matchs, ça va être extrêmement restreint en termes de calendrier. Donc ce dimanche, donc le 27 octobre, le Paris Basketball reçoit pour la première fois de la saison en Pro B Zuffel-Weiersheim. Pas mal, Merci, c'est gentil. pas mal. Et avant de se déplacer à Antibes le 29, donc mardi 29 octobre, pour le match retour des Leaders Cup Pro B. Et ensuite, c'est rematch à l'extérieur en Pro B cette fois-ci à Poitiers, le 1er novembre, exactement à 20h. Et quant à nous, on se retrouvera le 7 novembre prochain pour la prochaine émission. On aura pas mal de choses à se dire aussi. On se donne rendez-vous du coup le 7 et puis surtout dimanche pour le premier match à domicile en Pro B. Messieurs, merci pour cette nouvelle émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, profitez bien et puis bon match à tous. Ciao. Salut!